Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de cette immense tragédie qui a eu lieu dans la wilaya de Bjaya, dans une prison, et qui a coûté la vie à 8 personnes, un détenu et 7 gardiens qui sont descendus dans une fosse septique pour essayer de la nettoyer et qui sont morts l'un après l'autre. D'abord le détenu qui a été envoyé nettoyer cette fosse septique, qui n'est pas revenu. En fait, il a été intoxiqué par des gaz toxiques et n'est pas remonté. Et après, un autre gardien est descendu pour le remonter. Il y est resté lui aussi. Puis un autre gardien et ainsi de suite jusqu'au 7e gardien. 7 gardiens et un détenu. Et le pire est que ce gardien avait fait 10 ans de prison. Il lui restait 5 mois de détention pour être libéré. Et les 7 gardiens de prison qui sont descendus, ce n'est pas leur travail. C'était le travail qui aurait dû être fait par une société spécialisée, une entreprise spécialisée. Ça n'a pas été le cas, donc ils sont morts dans des conditions absolument atroces. Mais le comble, c'est que cette tragédie qui aurait dû susciter une immense clameur de l'opinion publique, finalement, elle est passée comme un vulgaire fait banal, sans plus. La presse en a parlé quasiment comme d'un fait divers. Les personnalités politiques, à part 2 personnalités politiques, Massem Abbas et Karim Tabou, on n'a pas entendu d'autres en parler. Et voilà, donc elles sont mortes dans des conditions à Oued el-Ghir, dans la wilaya de Bougie, mortes par suffocation. Et dans un communiqué officiel du ministère de la Justice, il est précisé qu'un prisonnier, donc et 7 gardiens sont morts par asphyxie, dans une fosse septique se trouvant à l'intérieur de la prison de Oued el-Ghir, à l'extrémité de la structure. Ce sont là les propres termes du communiqué. Et donc, ils sont morts, sans autre forme de procès, allais-je dire. Pourquoi ? Parce que dans cette fosse septique, une très forte odeur qui indisposait depuis longtemps déjà tous les environs avait attiré l'attention donc de la direction de ce centre pénitentiaire, et ces gens sont morts d'émanation de sulfure d'hydrogène, un gaz très toxique. Nous allons donc en parler, mais nous parlerons aussi aujourd'hui du boycott auquel appellent certains, au moment où d'autres sont en train d'appeler à participer. De plus en plus fort des voix qui s'expriment parmi des personnalités politiques, parmi des journalistes très connus et des écrivains aussi comme Kamel Daoud par exemple, dont nous allons parler. Nous parlerons aussi de cette histoire de l'ambassadeur de France qui a été interpellé, qui a été sommé par le gouvernement de ne plus recevoir et prendre contact avec des représentants du Hirak. Nous parlerons aussi des prochaines élections législatives, comme je viens de l'annoncer, avec ces histoires de boycott et contre-boycott, et des tractations politiques des uns et des autres. Pour en parler alors, aujourd'hui, nous avons d'abord, comme d'habitude, écouté une chanson. افتخر خاطيه التكسار تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالعمر حتى الانتصار العصابة تتحافى سرا خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي
ماشي على مد البصر من كل الأعمار شرطة خاوتنا وحاضرة. Priorité du régime Haro sur le boycott. Avec nous pour en parler, j'ai ici avec moi Lias Jbeili, ingénieur économiste, financier, activiste, hérakiste, fondateur de l'Algérie droit devant. Lias Jbeili, merci d'être avec nous. Merci Jamel Din pour l'invitation et je remercie Nhayi, mes compatriotes. Merci beaucoup. Au téléphone, nous allons avoir Rachid Nekez, président du mouvement de la jeunesse et du changement par Skype, MJC. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, la LADDH. Mais nous allons commencer par le docteur Hassain Kourdourli, médecin conseil, expert judiciaire, évaluateur médical aviation civile, qui va rester quelques minutes avec nous pour nous parler de cette tragédie qui a eu lieu dans cette prison, dans la wilaya de Bjaya. Docteur Hassain Kourdourli, merci d'être avec nous. Je vous remercie, M. Benchenouf. Merci à vous. Alors, voilà, donc vous qui, je le rappelle, avez été un peu un médecin expert en termes de protection civile. Je me rappelle que vous aviez été à l'origine de la première ambulance médicalisée. Je passe sur le reste. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette tragédie qui vient d'avoir lieu dans cette prison dans la wilaya de Bjaya? Je salue tout le monde au sein de votre chaîne. Merci. Et je salue en même temps tout le peuple algérien. Encore une énième tragédie qui se déroule dans mon pays, comme à l'accoutumée, comme chaque année. À chaque fois, nous avons des drames qui sont dus beaucoup plus à la responsabilité humaine, beaucoup plus celle des décideurs, qui ne sont plus décideurs, qui font uniquement de la politique, qui s'en fichent de la vie humaine de l'Algérien. L'Algérien n'est devenu qu'un objet, un objet obsolète. Je tiens à m'incliner d'abord pour ces 8 victimes et je présente mes sincères condoléances à leurs familles. Et là, je voudrais aborder le sujet de dire des victimes, et non pas, comme on le dit si souvent, Shuhada al-Wajib, les martyrs du devoir. Quand nos responsables politiques, nos responsables décideurs se cachent derrière ce terme, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Je reviens sur ces 8 victimes. Il y a un prisonnier et 7 agents de la pénitentiaire, oui, qui est un corps constitué. Donc ces gens-là ont des fiches de poste. Ils sont astreints à des missions et des attributions qui relèvent d'un département qui est censé appliquer la loi et le droit. Que faisaient ces gens-là dans une fosse septique? C'est là la plus grosse question. Pourquoi on envoie un prisonnier déboucher une fosse septique alors que c'est l'affaire d'une entreprise spécialisée, normalisée? La gente appelle aussi, d'autre côté, le ministère de l'Environnement concernant l'Institut algérien de normalisation, cet institut qui demeure une coquille vide, purement administrative, dont les textes existent mais qui ne sont pas mis en application, à savoir les textes réglementaires régissant toutes les entreprises algériennes. Il n'y a pas que l'IANOR, il y a une autre entreprise qui s'occupe du volet industriel. Mais là, j'aborde l'environnement. C'est les normes HSE, ou bien beaucoup plus la loi 8807, qui porte sur la médecine et l'hygiène. Pourquoi, docteur Hassain Kourdourli, pourquoi n'ont-ils pas fait appel à une entreprise spécialisée, tout simplement? La question doit être posée, justement, ce qui me taraude l'esprit. Là, la question doit être posée à ce directeur de la pénitentiaire, au chef, le président du PAPC de la circonscription territoriale de Ouadrire, du Wali, parce que la responsabilité incombe en premier lieu au Wali de la wilaya de Bjaya. Quand on revient aux normes HSE. Oui, mais le Wali ne va pas aller gérer les fosses septiques à l'intérieur d'une prison. Non, mais il a une direction de l'environnement. Une direction de l'environnement qui est chargée de cette gestion. Et une prison qui est de construction récente et qui a été construite, je crois, par la Chine, par une entreprise chinoise, il y a quelques années seulement.
Et quelle que soit la construction, si elle est récente ou ancienne, ça peut. Qu'est-ce qu'il y a eu collecte de quoi dans cette fosse? Parce qu'il faut savoir que quand il y a les eaux pluviales, elles charrient tout ce qu'il y a comme détritus sont charriés au niveau des fosses ou bien au niveau des égouts. Donc ça entraîne automatiquement. Mais c'est une fosse septique, hein, ça veut dire elle est destinée à recueillir les eaux usées des toilettes à chaque. C'est pas autre chose. Ce n'est pas les eaux pluviales ou c'est les eaux usées qui proviennent des toilettes. Hein, mais c'est pas évident hein, parce que on est sur la capitale. Là, je suis sur Alger. Si je vais vous dire qu'il y a des égouts qui sont mélangés aux eaux pluviales, il y a plus maintenant, on constate plus la distinction entre égouts d'eau usée et égouts d'eau pluviale. Il y a plus. Autrefois, il y avait cette distinction. Maintenant, la tendance est à mélanger pourvu que, et il faut faire marcher les choses et c'est tout. Pour que ça ne bouge pas. Et c'est comme ça qu'on a des malfaçons. Et on a, moi, ce qui me désole, c'est l'être humain. L'être humain algérien n'a plus de valeur. Et normalement, comment on aurait dû procéder pour nettoyer cette fosse septique? Des équipements spéciaux, des masques, comment ça aurait dû se passer? Mais là, c'est pas d'abord en premier lieu, l'agent de la pénitentiaire, c'est pas son travail. C'est pas son travail, c'est un agent de rééducation de la pénitentiaire. Et donc, est-ce qu'au niveau de sa fiche de poste, dans le cadre de ses missions et attributions, il lui a attribué d'être agent polyvalent et de faire le nettoyage des fosses septiques? Premier. Le prisonnier a la même chose. Parce que même un prisonnier, s'il doit être conçu pour faire des travaux d'intérêt général, ce n'est pas sur certains travaux où ils mettent la vie des personnes en danger. D'accord? Oui, c'est balayer, donner un coup de peinture. Oui, balayer, voilà. la collecte de fruits, le désherbage, mais pas exposer à la santé du prisonnier ou celle des agents de la pénitentiaire. Oui. D'accord? Oui. D'autant plus, c'est un corps constitué. Les agents de la pénitentiaire, c'est un corps constitué. Et si je lui attribue la mission de fosse septique, ça veut dire que demain, je lui attribue n'importe quelle mission. Oui. Et c'est là que le problème dans lequel on baigne. Normalement, ce qui devait se faire, c'est le respect des normes de sécurité. Il devait y avoir un permis de travail. Est-ce qu'ils avaient un permis de travail pour aller au niveau de cette fosse septique? Il n'y a pas. Le permis de travail doit être délivré par les services de l'inspection du travail. Là, qu'on doit remettre aussi l'inspection du travail de Béjaïa, de Ouadril, est-ce qu'elle doit ouvrir une enquête administrative? Ce n'est pas les services de police judiciaire. Les services de police judiciaire vont s'enquérir sur la mort de ces personnes. Mais l'autre volet va s'enquérir sur la faillite de la gestion administrative de ces personnels qui sont décédés. Et là, la faute incombe au directeur de la prison et toute sa hiérarchie, le DG de la pénitentiaire et même celle du ministre de la Justice. Oui. C'est le ministre en premier ressort qui est responsable. Très bien. Donc, docteur Hassain Kourdourli, merci pour ces précisions. Au plaisir de vous recevoir bientôt. Nous avons appris avec joie que vous êtes remis d'une très lourde opération chirurgicale. Bishwa, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Alors, avec nous, donc, Rachid Nekez. Rachid Nekez, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, merci à vous surtout de m'avoir invité. Ça faisait si longtemps. Ça fait si longtemps, Rachid Nekez, en effet. Alhamdoulilah salama, nous avons été très contents d'apprendre que vous avez été enfin libéré. Merci beaucoup d'être revenu à la vie politique. Mais d'abord, votre sentiment sur cette tragédie qui vient d'avoir lieu et qui n'a pas soulevé plus de clameurs qu'un banal fait divers. J'imagine que dans un autre pays occidental, une telle affaire aurait suscité un immense tollé. Ça n'a pas été le cas en Algérie. À peine quelques réactions. Oui, tout à fait. Alors, je tiens d'abord à dire que je me suis exprimé hier sur ma page Facebook pour présenter mes condoléances aux familles des 8 victimes. ربي يرحمهم ونقدم تعزي العائلات الضحية تاع ولاد غير. Alors, je suis étonné de voir que dans ce pays, quand je suis sorti de prison, كي خرجت من الحبس، الناس الأولى اللي شكرتهم les gardiens de la prison. شيفان، on les appelle les شيفان. علاش شكرتهم؟ على بالكم بلي هذو ولاد فاميلة، ولاد زوالة مساكن.
Par exemple, اللي ماتوا في بجاية ما يسكنوش في بجاية. Ils habitent à 100 km, 200 km, 300 km. Ils ne sont pas considérés. ما عندهمش نقابة. Ils n'ont pas de syndicat. حتى واحد ما يهضر عليهم. شوفوا في القنوات في الجزائر يهضروا على الشرطة، على الجندرمية، على الحماية المدنية، على الديوانة. بصح في التلفزيون الجزائري عمرهم ما يهضروا على الشيفان اللي خدموا في الحبس. Et ils sont 12 000 personnes que tout le monde ignore, que tout le monde critique, que tout le monde blasphème. Et c'est la raison pour laquelle كي خرج من الحبس بغيت نشكرهم هما الوالا ويعطيهم الصحة. ضعفوا علاش؟ باسكو هما اللي تهلاو فينا. كما قلت لكم هما مع الخدامات الحبس يجيبوا لنا القهوة، يجيبوا لنا الدواء، يخرجونا، يطلعوا لنا المورال. وكاع الشعب الجزائري طاح عليا كما شكرتهم. وشوفوا واش صرا البارح، حتى واحد في هذا البلاد ما قال ربي يرحمهم. هادو الجزائريين ce sont des enfants algériens et je tiens à honorer leur mémoire et à honorer la mémoire et rendre hommage à leur famille qui aujourd'hui souffrent. عندو الأولاد، عندو باباهم، عندو بهم. Ce sont des Algériens et il faut faire la différence entre le ministère de la Justice qui met des gens en situation de détention arbitraire et les fonctionnaires du ministère de la Justice, comme ces gardiens de prison qui font un travail extraordinaire. Et je tiens à le dire, les gardiens de prison algériens sont mieux que les gardiens de prison en France où j'ai passé une semaine en prison. أنا قعدت 443 يوم في الحبس في الجزائر. ما كان حتى واحد اللي خدم في هذا الحبس يحقرني إلى المدير تاع القليعة اللي ما بغاش يعطيني الدواء. ولكن الشيفان معناتها اللي خدموا في الحبس يعطيهم الصحة ويعطيهم الصحة. Et comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas de réaction notable? C'est un drame national. Dans un autre pays, on aurait rendu un hommage national, on aurait, je ne sais pas, déclenché des enquêtes, des commissions d'enquête. C'est terrible, d'autant plus que ce n'est pas leur travail. Ils sont descendus dans une fosse septique, l'un après l'autre, chacun voulant sauver les autres. Et vous imaginez 8 personnes décédées dans une fosse septique, sans autre réaction que quelques entrefilets de presse ou quelques déclarations de pure forme ici et là. Mais la raison est très simple. C'est que في الجزائر ما يستعرفوش بالناس اللي خدموا في الحبس. راهم كارهينهم. On passe notre temps dans ce pays à critiquer, à insulter les gardiens de prison. Mais vous pensez que ça se confine juste aux gens qui travaillent en prison? Est-ce que ce ne serait pas dû à des problèmes autrement plus complexes, à des motivations autrement plus graves, j'allais dire? Je ne pense pas. Vous savez, on félicite tout le monde en Algérie, tous les corps constitués, sauf le corps des gardiens de prison. Et vous avez vu, lorsque je suis sorti de prison, on m'a lynché, parce que j'avais félicité et remercier les gardiens de prison. Et aujourd'hui, Chauffeau, 40 jours après ma libération, vous voyez bien que les gardiens de prison font le travail des sociétés. Alors tout à l'heure, je vous ai entendu. Moi qui suis resté 443 jours en prison, mais il faut savoir que les prisons ne font jamais appel à des sociétés extérieures. Tout le travail, que ce soit le nettoyage, que ce soit la maçonnerie, que ce soit le jardinage, que ce soit les travaux un peu lourds, sont effectués ou par les gardiens ou par les prisonniers. Je vous donne un exemple. En prison où j'étais, c'était à la fois les prisonniers qui me faisaient les coupes de cheveux et les gardiens de prison. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas leur travail de raser la barbe des prisonniers ou de faire des coupes de cheveux. Et pourtant, ils le font. Ce n'était pas moi, c'était les gardiens de prison. Il faut savoir que les gardiens de prison sont mal aimés, maltraités, pas considérés et n'ont pas de syndicat pour se défendre. Il y a des gardiens de prison qui dépensent 10 000 dinars par mois rien qu'en transport pour aller chez leur famille. Il faut le savoir, mais malheureusement en Algérie, on a une très mauvaise idée
très mauvaise image des gardiens de prison. Et restez avec nous, Rachid Nekaz, je reviens à vous dans un instant. Saïd Salhi est avec nous, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Saïd Salhi, merci d'être avec nous. Oui, merci à vous, merci aux téléspectateurs. Bonsoir. Merci. Alors, Saïd Salhi, sur cette tragédie. Eh ben, le mot est dit, c'est vraiment une tragédie. Tout d'abord, au nom de la LDH, j'aimerais présenter mes condoléances aux familles des victimes, que ce soit du détenu ou des gardiens eux-mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par M. Nekaz concernant les gardiens, parce que c'est vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup concernant les gardiens, mais il faut juste remarquer que les gardiens sont morts en tentant de sauver le détenu. Et à l'occasion, je tiens vraiment à saluer le courage des gardiens, vraiment le courage des gardiens, 7 gardiens qui ont péri pour tenter de sauver un détenu qui était coincé, suffoqué au fond de la fosse septique. Cela nous amène bien sûr à ouvrir tous les débats concernant le système pénitentiaire en Algérie. Notons bien, moi j'habite à Béjaïa, je connais bien la prison de Ouadril, c'est une prison récente, c'est une prison qui a été bâtie conformément aux normes internationales, c'est ce qui a été présenté, c'est ce qui a été dit à son inauguration. Aujourd'hui, malheureusement, nous assistons à un drame dans cette prison. Alors, qu'est-ce que j'en dirais par rapport à d'autres prisons ? Bon, le drame est là. Moi, j'ai pris acte donc de la déclaration du ministère de l'Intérieur, de la déclaration il y a eu le déplacement de toute une délégation sur place. Il y a eu donc des communiqués officiels. Mais là, tout le problème se pose d'abord concernant les conditions justement, que ce soit d'incarcération, que ce soit même du travail, parce que c'est vrai que tous les travaux à l'intérieur des prisons sont effectués par les prisonniers ou par les gardiens. Mais là, comme les prisons pour nous en Algérie, c'est des espaces fermés. D'ailleurs, pour nous, la LDH, et comme toutes les organisations des droits humains, qui devaient avoir un droit de regard dans ces prisons. Pas seulement la LDH, mais toutes les organisations des droits humains, de la société civile qui travaillent sur les thématiques droits humains, droits des prisonniers. Malheureusement, on n'a pas toutes les informations. Sauf vous n'avez pas accès, vous n'êtes pas autorisé à aller constater par vous-même l'état de la situation dans les prisons. Rien. Non. Aucune association d'ailleurs ou organisation n'est autorisée à faire. Le Conseil national des droits de l'homme, normalement, devait le faire, mais vous connaissez bien la position du Conseil. Voilà, c'est tout le drame aujourd'hui du système pénitentiaire algérien, malgré, je rappelle qu'il y a eu un large programme de réforme du système pénitentiaire. Beaucoup de prisons ont été construites, beaucoup de gardiens ont été formés. Il y a eu tout un travail, tout un budget qui a été financé dans ce sens, justement, de l'amélioration des conditions d'incarcération dans les prisons pour les conformer aux standards internationaux. Voilà, il y a eu même un programme qui a été financé par des agences onusiennes, notamment le PNUD, mais aujourd'hui, nous assistons à un tel drame. Toute la question qui est posée, c'est les conditions, à mon avis, les conditions dans lesquelles le prisonnier a été envoyé. Il a été envoyé dans un espace comme celui-là, sans aucune protection. Alors que je note bien la déclaration du ministère de l'Intérieur qui a cité qu'il y a eu un cas similaire à Biskra. Un cas similaire à Biskra, dans la prison de Biskra. Malheureusement, les conclusions et les leçons n'ont pas été tirées. J'espère bien que les conclusions aujourd'hui, que les enseignements seront tirés du drame de Béjaïa, bien que nous notons aujourd'hui, voilà, vraiment, vous dites que ça n'a pas choqué, mais écoutez, à Béjaïa, il y a des gardiens qui sont de la région. Moi, je viens d'apprendre qu'il y a un gardien d'ici, d'à côté de Beni Maouche. Et voilà, donc les gens sont touchés de près, parce que bon, voilà, d'abord, c'est un drame qui est à Béjaïa, et puis bah, voilà, donc qui doit aujourd'hui faire réagir, pas seulement réagir, mais les autorités, notamment judiciaires, parce que la prison, pour les gens qui parlent du Walitou, la prison est sous l'autorité du pouvoir judiciaire, notamment du parquet. Aujourd'hui, j'espère bien qu'il y ait, je pense qu'il y a eu, donc on a pris acte qu'il y a eu une information judiciaire, qu'il y a eu une enquête interne, mais nous espérons bien que les conclusions vont permettre d'améliorer les conditions, notamment les conditions. Très bien, restez avec nous, Saïd Salhi, Lias Soubeili, sur cette question, sur cette affaire. Tout d'abord, je présente, dans ces circonstances pénibles, je présente
mes condoléances les plus sincères à toutes les familles des disparus et des chouhada du devoir du travail. Rabbi yarhamhum, parce que c'est une tragédie nationale, c'est un drame national. Non seulement c'est tout ce qui est derrière, il y a des familles qui se retrouvent sans parents, sans époux, il y a des orphelins, des veuves. C'est une catastrophe, c'est une tragédie nationale. Et je me pose la question, comme vous, Jamel Din, pourquoi ça n'a pas suscité autant de clameurs? Pourquoi vouloir le qualifier comme un fait divers? Et je reviens à ma question principale. Parce qu'on n'est pas dans un état de droit. Mais ah oui, est-ce que, quand on n'est pas dans un état de droit, est-ce que vous avez vu une enquête qui va aboutir? Est-ce qu'il y a une enquête interne, une enquête administrative? Monsieur Zermetti, ministre de l'injustice, pas de l'injustice, qui passe tout son temps à emprisonner des militants parce qu'ils veulent libérer ce pays et veulent établir un état de droit, disant que je vais rendre ces conclusions publiques au su au vu du peuple algérien. Mais c'est un mensonge, c'est un mensonge. Je ne crois pas une seconde que cette enquête va aboutir. Ils vont faire tout. Mais même si elle aboutit, finalement, le fusible, au maximum, ce sera le directeur de la prison. Ça s'arrêtera là. Il y a toujours des fusibles. Je me pose la question, il y a 8 morts. Oui. 8 morts. Oui. Un prisonnier, Sajin, il est en train de payer sa dette. Oui. Pourquoi l'envoyer dans une fosse septique, dans une cuve de 5 mètres pour la nettoyer? On va me dire, mais M. Salhi dit que cette prison, elle répond aux normes internationales. Peut-être elle répond aux normes internationales. Non, il a dit, c'est ce qu'ils disent eux. C'est ce qu'ils disent eux, peut-être sur le plan de l'infrastructure, de la suprastructure, mais de l'infrastructure à l'intérieur, on n'a pas vu. Comment si peu de temps on nettoie? Est-ce qu'on envoie un prisonnier? Après, un gardien de rééducation, on l'envoie pour sauver, je pense, parce que le prisonnier, il n'est pas remonté. Il n'est pas remonté le parce qu'il était évanoui. Descendu. Parce qu'il était évanoui. Bien sûr. Parce qu'il est évanoui. Il a respiré des gaz toxiques. Parce qu'il est évanoui par quoi? Par un gaz toxique, c'est le sulfure d'hydrogène. Oui. Là, il n'a pas échappé. Oui. Après, le 2e, le 3e, le 5e, le 6e, le 7e, jusqu'au 8e, on envoie et on attend. Oui. Est-ce que le prisonnier, Hagartou, parce que peut-être, Hagartou, tu l'as envoyé, est-ce qu'il a les compétences? Est-ce que c'est son travail? Est-ce que tu l'as équipé d'un détecteur portable de gaz toxique? Est-ce qu'on envoie des gens sans protection? Mais ce n'est pas leur travail. Pourquoi vous ne faites pas appel à des sociétés spécialisées dans le nettoyage des cuves? Pourquoi? Mais c'est à l'image, mais c'est ça le statut de travailleur algérien. Mais aussi, vous allez dans des entreprises de BTP, il y a des personnes qui meurent peut-être tous les jours, on ne voit pas. On les qualifie de faits divers. Est-ce qu'on donne une petite rente pour faire taire la famille? Zawali Ameskina, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est dinosaure le pouvoir, on ne va pas atteindre, on vous donne et vous taisez. On n'est pas dans un état de droit. On n'est pas dans un état de droit. C'est un centre pénitentiaire, on envoie des gens nettoyer une cuve. Faites appel à des sociétés spécialisées. Est-ce qu'il y a un cahier de charge? Est-ce qu'il y a des protections? Ils sont les responsables. Maintenant, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, je prends l'engagement avec vous, aucune enquête ne va aboutir. Au pire, le directeur de prison va sauter un fusible, va être muté quelque part. Voilà. Alors, nous arrivons au sujet d'abord des élections législatives. Boycotter, ne pas boycotter, de plus en plus de voix montent. Les partis qui s'engagent qui disent ne pas vouloir y aller, qui boycottent, non seulement ils n'y vont pas, mais ils appellent au boycott. D'autres qui réfléchissent, d'autres dont les directions comme le FFS veulent y aller au moment où les bases refusent très catégoriquement. Et de plus en plus montent au créneau des personnalités, des écrivains, des journalistes comme Kamel Daoud sur Liberté d'aujourd'hui, qui est allé à fond la caisse. Je vais commencer à citer quelques-unes de ses sorties. D'abord, une phrase dans son article. « Le boycott n'a jamais servi qu'aux victoires des populistes. » Entre autres, hein, ou alors, l'autre vérité encore plus amère est que l'histoire en Algérie, en Égypte, en Tunisie a déjà démontré que le boycott
est toujours du pain béni pour les islamistes et autres populistes. Sinon, il dit aussi, les législatives seront-elles transparentes et saines? L'auteur le pense. Ça veut dire que Kamel Daoud pense qu'elles seront transparentes et saines. Non qu'il croit naïvement à la démocratie du pouvoir et à son repartir total, mais ce régime, qu'on accuse de tout sans autocritique sur nos faiblesses, n'a plus les moyens des grandes fraudes et a besoin d'une assise, d'un nouveau deal de survie, d'un partenaire, entre guillemets. L'appel d'offres est lancé en somme. Ceux qui le saisissent seront ceux qui savent faire de la politique, même si ce n'est pas la plus honnête. Rachid Nekez sur ce sujet. Et d'abord vous-même, votre parti, appelez-vous au boycott, appelez-vous à la participation? Alors, tout d'abord, si vous me permettez, si Jamal Diouf, je tiens à donner un élément d'analyse. Pourquoi il y a eu mort dans cette fosse septique? Pour une raison très très simple. C'est que en prison, le téléphone est interdit. يعني في الحبس تليفون ممنوع. Ce qui fait que المحبوس كي يهبط تحت وما سمعوش به ما يقدروش يعيطوا له بالتليفون باسكو التليفون ممنوع. alors الشاف هبط فاللي مات ما يقدرش يعيط لصاحبه ويقول له يا سي محمد ولا سي قدور حنا رانا بلوكين ما يقدرش يعيط له. Donc c'est parce que le téléphone est interdit. Et les talkie-walkie, ils n'ont pas de talkie-walkie pour communiquer? Uniquement pour la sécurité, pas pour travailler. D'accord. Mais bon, sinon sur cette histoire de législative et de boycott. Alors, par rapport aux élections, vous savez, il y a un grand constitutionnaliste français qui s'appelait Maurice Duverger, qui a notamment enseigné à l'École nationale d'administration à Alger et bien sûr en France, avait dit que le boycott ou l'abstention favorisait toujours le conservatisme politique. Ça, c'est dans les démocraties normales. Tout le peuple algérien, على باله أنه هذو الانتخابات ما فيهم لا شفافية لا نزاهة. Et je vous donne un exemple. راشد نكاس كمواطن جزائري ما عندوش الكارتات على الفوت. يعني الدولة الجزائرية في 2021 ما بغاش تعطي لي كارتات على الفوت. يعني واش من المصداقية يكونوا عندهم هذو الانتخابات وانا ما عنديش كارتات على الفوت؟ يعني الرئيس الجمهورية ولا الوزير الأول كي يقول للناس بسم الله تفضلوا روحوا ترشحوا ومواطن بسيط كيما راشد نكاز ما عندوش كارتات على الفوت، يعني سي اون بليزانتري، هذه مسرحية هذه. Donc je ne crois absolument pas à la transparence des élections, ni à la pluralité des élections, ni à la justesse de ces élections. Je crois qu'il faut être raisonnable. Ce n'est pas le moment d'organiser des élections en Algérie, ni des élections législatives, ni des élections présidentielles, ni des élections locales. Il faut tous se mettre autour d'une table, comme en mars 62, quand il y a eu les accords d'Évian entre le FLN et le GPRA d'un côté et l'armée française. N'oubliez pas que le général de Gaulle était un général. Donc, le FLN a négocié avec un général pour obtenir l'indépendance algérienne. Je crois qu'il est temps. وصلنا واحد الوقت باه كاع كل حكومه كل عسكر كل حراك يقعدوا قدام الطاوله ويسيبوا حل سياسي وما راناش في الوقت. Oui, ça c'est le début d'une transition politique, ce qui n'est pas le cas puisque le régime refuse absolument. Mais sinon, lui, il ne propose qu'une alternative, aller vers ces législatives. Il vous dit, allez vers les législatives, élisez vos représentants, et à ce moment-là, vous aurez des représentants légaux qui auront été élus. Vous-même, donc, en tant que président de parti, en tant qu'ancien candidat au présidentiel, en tant que hiérarchiste très visible, en tant que politicien, est-ce que vous appelez au boycott ou non, de façon claire? À 100%. Vous appelez au boycott de toutes les élections jusqu'en 2024. La preuve, comment voulez-vous que j'appelle à la participation à des élections alors que je n'ai même pas de carte de vote? Même si je voulais voter, je ne pourrais pas. Ma question est claire. Je suis l'incarnation de l'absence d'état de droit en Algérie, au travers du fait que depuis 2014, je n'ai pas de carte de vote, je n'ai pas de certificat de résidence,
Je n'ai pas de renouvellement de mon permis de conduire. Je n'ai pas de renouvellement de mon passeport et ils refusent de m'accorder un agrément pour le parti politique. Comment voulez-vous que j'appelle à la participation à ces élections? C'est une plaisanterie. Je sais que les gens me perçoivent à travers un angle très différent, mais je n'ai pas le défaut de plonger dans l'absurdité. Ce n'est pas le moment d'organiser des élections et nous devons boycotter massivement ces élections et obliger le pouvoir à entamer des négociations avec des représentants du. Alors, nous allons écouter deux chefs de partis politiques nous parler de ces élections. Monsieur Makri d'abord, MSP. نمشيو للانتخابات نمشيو للانتخابات ولا يوجد تناقض مع الحركة. هذه الانتخابات فرصة للجزائر وقد تكون الفرصة الأخيرة. لأن النظام السياسي يا جماعة مش قادر يزور الانتخابات، مش لأنه مش حاب يزور الانتخابات، مش لأنه مش حاب. وأنا نقول لكم اللي يقول لك كاش ما كان ضمانات من عند السلطة، ما كان حتى ضمانات، كانش ضمانات. القانون تاع الانتخابات هذا ما حلش مشكلة مكان التزوير، ولكن فيه واقع سياسي واقتصادي واجتماعي هو اللي يفرض أن الانتخابات. Monsieur Sofiane Gilali de Gil Jadid. هنالك استحقاق مهم جدا في 12 جوان. الإخوان اللي حابين يقاطعوا من حقهم. تحب تقاطع وتفهم الموقف نتاعك وتروح تتكلم مع المواطن حقك. ولكن انت حبيت المقاطعة وتضغط على الناس باش ما يصوتوش حتى وإلا كانت الإرادة نتاعهم، هذا مش من حقك. ولازم نقولوا لكل جزائري مهما كانت يعني الموقف والموقع نتاعهم، قولوا لهم ما عندكمش الحق تضغطوا كأنكم ديكتاتوريين على الآخرين. نسمع ناس يتكلموا في بعض القناة يقول لك خلينا نديروا جهودنا كلنا مع بعض مهما كانت الأفكار تاعنا نحطوها بجهة، هيا نسقطوا النظام ومن بعد نرتاحوا شوية ونشربوا قهوة مليح ونرتاح ومن بعد نلوضوا نبنيو. يعني هذا حلم تاع ربما في والت ديزني، ما هوش في الواقع. الواقع ما تقدرش تتريب بالدار على روحك ومن بعد تقول خلينا رايحين. Saïd Salhi sur boycotter, ne pas boycotter, sur ces sorties de certains participationnistes, comme on les appelle déjà maintenant, y compris au sein du FFS, où la direction est tentée d'aller vers ces élections face à une base militante qui le refuse, dans un climat général qui appelle au boycott et où l'on voit de plus en plus de sorties, y compris d'écrivains, de journalistes comme Monsieur Kamel Daoud. Tiens, je vais vous en lire encore une autre. Alors, Monsieur Kamel Daoud, je le cite, en juin, des élections auront lieu. Elles décideront du futur Parlement qui va décider à son tour des lois de nos vies. Faut-il y aller, comme on dit, et donner de la légitimité au pouvoir, ou boycotter et croire que le pays va nous suivre? C'est de Monsieur Kamel Daoud. Saïd Salhi. Bon, oui, moi j'ai entendu les différentes réactions, les différents arguments de ceux qui veulent participer, mais moi je dirais de ceux qui veulent, c'est prendre de la distance du Hirak. Certains l'ont déjà fait depuis longtemps. Aujourd'hui, ils essaient encore de justifier, si vous voulez, un peu l'injustifiable. Pour notre part, je parle de la ADH, nous, notre position a été claire depuis maintenant juillet 2019. C'est-à-dire que pour nous, nous avons rejeté toute feuille de route du pouvoir, tout l'agenda électoral du pouvoir, de fait que cet agenda, est un agenda qui ne vise qu'à justement reconstruire, recycler le système. C'est un agenda et c'est une feuille de route qui a carrément tourné le dos au Hirak, qui fait tout pour en finir avec le Hirak.
J'entends bien certains analystes, notamment notre ami Kamel Daoud, que je respecte beaucoup, mais malheureusement, notre ami a déjà décrété la mort de Hirak depuis longtemps. Maintenant, je comprends bien la position et l'argument de ceux qui veulent aujourd'hui faire accepter la participation. Il faut dire qu'aussi, la participation n'a rien changé. Ceux qui disent que le boycott n'a rien changé, il faut dire aussi la participation n'a rien changé. Les partis politiques ont déjà participé à une expérience démocratique. Je rappelle celle de la première, du premier Parlement pluraliste de 1997 jusqu'à maintenant. On a vu beaucoup de partis dits d'un peu de l'opposition qui ont participé justement. Ils n'ont fait en fin de compte que renforcer le système, que régénérer le système. Et aujourd'hui, même ces mêmes partis politiques eux-mêmes qui disent que notre participation n'a rien servi. Et la preuve, il est là. C'est le Hirak lui-même. Le Hirak lui-même qui est sorti le 22 février pour rejeter tout le système. Et toute cette expérience malheureusement dramatique, je parle d'expérience démocratique, en moins de celle de 97 jusqu'à ce jour. Vous allez remarquer que le pouvoir actuel est en train exactement de décliner la même feuille de route qui a été présentée dans les années 90. Je parle de 1995 avec l'élection, avec d'abord la désignation de Zeroual en tant que chef d'État et la première élection présidentielle. Après, on a eu la première élection du Parlement et des élections communales. Depuis, le pouvoir n'a pas cessé de nous dire que ceux qui veulent faire de la démocratie de l'opposition n'ont qu'à le faire dans les institutions, notamment dans les parlements et bien sûr les institutions de l'État. Mais en fin de compte, il n'y avait ni démocratie, ni liberté, ni changement, ni rien du tout. En fin de compte, c'est le pouvoir qui s'est renforcé, c'est le système qui s'est renforcé, jusqu'au point où on a eu un cinquième mandat qui a failli emporter le pays grâce, si ce n'est le Hirak qui est sorti dans la rue le 22 février, justement pour sauver l'image et la dignité du peuple algérien. Mais est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'un système, qu'un pouvoir qui est lui-même issu de la fraude électorale, de la désignation par l'armée, est-ce que vous pensez qu'il est en mesure de pouvoir faire, comme le dit Kamel Daoud, et qui dit qu'il y croit, les législatives transparentes et saines? Et il dit, l'auteur le pense. Il pense que ces législatives pourront être transparentes et saines. Est-ce que vous pensez qu'un pouvoir de ce type peut faire ce genre d'élection? Vous savez, c'est pas la première fois qu'on entend un tel argument. Je me rappelle bien une fois, on nous a même présenté une urne transparente faite en verre pour dire qu'il n'y aura pas de transparence. Et en fin de compte, on a eu une fraude massive. Tout le problème aujourd'hui, c'est justement toute la procédure et toutes les institutions. Aujourd'hui, quand vous me parlez, par exemple, de l'instance nationale d'organisation des élections, cette instance n'est pas indépendante. Les membres de cette instance viennent d'être désignés par le président de la République. Le Haut Conseil de la magistrature n'est pas indépendant. Le Conseil constitutionnel n'est pas indépendant. Aujourd'hui, personne n'a accès au fichier électoral. Aujourd'hui, le champ politique, le champ médiatique, le champ associatif n'est pas ouvert pour permettre à la société de s'organiser, d'observer, de contrôler et de suivre justement tout le processus électoral. Aujourd'hui, les médias ne sont même pas justement tolérés. Aujourd'hui, vous avez le champ politique qui est ouvert. Alors, je ne comprends pas comment on va parler d'élections libres et indépendantes. Il ne peut pas y avoir d'élections. D'ailleurs, on a eu des exemples avant. Et même s'il y a élection, vous allez comme dernier exemple, la Constitution. Une Constitution qui a été rejetée par la majorité, la quasi-majorité du peuple algérien. Il faut rappeler qu'il y a eu 13% de vote oui. Alors que cette constitution est validée, elle est en cours aujourd'hui, alors qu'elle est la loi fondamentale, alors qu'il devait être le contrat justement entre le pouvoir et la société. Cette constitution a été imposée par la force contre la volonté du peuple algérien. Pour vous dire que aujourd'hui, ceux qui défendent justement la participation, aujourd'hui, à mon avis, ils sont en train de tourner le dos au Hirak, ils sont en train justement de participer à l'assassinat de l'espoir du peuple algérien, à un changement authentique. Aujourd'hui, c'est le Hirak justement qui. J'entends certains dire alors le Parlement prochain peut être un partenaire du pouvoir. Le partenaire qui devait être celui du pouvoir, c'est le Hirak. Le Hirak est un partenaire incontournable. C'est le seul interlocuteur, c'est la seule force politique qui est là depuis exactement maintenant, février 2019. Moi, je dirais plutôt interlocuteur que partenaire.
Tout à fait, tout à fait. Je parle pour les gens qui disent, voilà, il y a possibilité de partager le pouvoir entre la présidence et entre le pouvoir exécutif pour le président de la République et le pouvoir législatif pour, soi-disant, l'opposition. Aujourd'hui, le pouvoir a décidé de cette feuille de route, une feuille de route unilatérale, une feuille de route antidémocratique. Le pouvoir, vous savez que moi-même, j'ai été sollicité une fois pour participer à un processus de médiation et tout. Nous l'avons dit à l'époque, en juillet 2019, le pouvoir cherche des sous-traitants pour exécuter sa feuille de route. Et restez avec nous, Saïd Sarhi. Lias Baili, sur boycott, non, pas boycott, sur ces voix qui sortent, comme celle de Kamel Daoud, comme d'autres, hein, ces partis participationnistes qui se lancent, y compris contre leur propre base militante. C'est quoi? Ils veulent faire un forcing, passer en force? Rapidement, je tiens à féliciter M. Rachid Nekes pour sa libération. Oui. Donc voilà, et je le salue pour son engagement. J'essaie de répondre un coup pour 3 personnes. M. Mokri dit « Ma kenj tanaqad ma al-hirak ». Ma kenj, il-force al-Jazair. Hadi il-force al-wahid al-Jazair. C'est la seule chance unique pour l'Algérie. Mais il faut qu'il arrête. C'est du cinéma. Ça, c'est la mangeoire. Là, le pouvoir veut chercher des postes. Là, ils sont fous du peuple algérien. Ils cherchent les postes. C'est la recherche, c'est de l'opportunisme. On dit al-forsa, c'est quoi? Al-forsa, la dernière chance. Pour moi, la seule chance. La chance unique, c'est le hirak. Il est né il nous a donné cette chance, il est là, c'est le vrai interlocuteur et c'est le vrai qui va nous guider vers la victoire. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre alternative. De mon point de vue, il n'y en a pas d'autre alternative. Parce qu'il émane du peuple. Mais M. Kamel Daoud vous dit ce Hirak n'est pas le peuple. Tout à fait. Le vrai peuple, il est dans le reste du pays, comme il dit, c'est-à-dire ceux qui ne font pas le Hirak, qui ne marchent pas. Il est en train d'installer une sorte de bipolarisation. D'abord, il parle de la bipolarisation. Excusez-moi de vous avoir interrompu. D'abord, de la bipolarisation entre les islamistes et le reste du pays. Regardez. Tout à fait, oui, bien sûr. J'ai lu, tout à fait, je suis con. C'est un chemin de crête. Tout à fait. Il se dessine entre ceux qui veulent un remake des élections de 90, qui veulent leur vengeance, tout à fait, et ceux qui croient encore détenir les pouvoirs parce qu'ils sont le pouvoir. Mais et pas seulement cette bipolarisation. Il installe aussi celle de Alger, la Kabylie, avec le reste du pays, comme il dit. Donc, pour lui, c'est le contraire de ce que vous dites. Le Hirak n'est pas aussi représentatif que vous le dites. Enfin, dichotomie, hein. Donc ça, on la connaît. Peut-être, il y a Macron aussi, il a dit dans une interview pour apporter et soutenir le président illégitime de l'Algérie. Moi, ce que je veux dire, c'est que Kamel Daoud, il a une plume indéniable, des qualités d'écriture. Sur ce point, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il se réveille. Parce qu'il a prédit la mort du Hirak. Il a dit le Hirak est mort. Et maintenant, il nous dit ceux qui ne participent pas, ceux qui veulent boycotter les législatives, ça va être en faveur des populistes. Et des islamistes. Et des islamistes. Moi, ce que je sais, c'est que là, il participe quasiment, et il participe à maintenir le pouvoir. Le pouvoir, il cherche quoi ? Il cherche un bras social, il cherche sa survie, il cherche un interlocuteur, il cherche quoi exactement? Il cherche une assise. L'assise, il veut l'acquérir de façon illégitime. Donc, tout est le partitionnisme, l'entrisme, via des élections législatives, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec et maintenir le pouvoir en train quasiment d'anéantir le peuple algérien. Parce que ce pouvoir, il cherche quoi? Il cherche à se maintenir par tous les moyens. Il fait appel via des grandes plumes, des intellectuels, à l'image de Kamel Daoud, pour lui apporter assistance. Mais non, monsieur Kamel Daoud, je vais vous répondre. Nous, personnellement, j'appelle, en tant que citoyen simple, à boycotter massivement ces élections. Parce qu'ils ne servent à rien, ils vont servir qu'au prolongement et survie du pouvoir algérien. Du pouvoir, je veux dire, le pouvoir illégitime. Comment aller aux élections législatives proposées par un régime, par un président illégitime, imposé par le commandement militaire? Mais il faut qu'il se réveille. On sait très bien
que c'est une mascarade, que ça ne va pas aboutir à une solution de crise. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous c'est une fuite de l'avant. Les élections présidentielles du 12-12, le référendum sur la Constitution du 1er novembre, et maintenant, ils viennent nous pendre cette grande mascarade. Ben justement, eux, ils sont en train de dire, nous allons y aller quoi que vous fassiez. Même s'il y a un seul votant, un seul, dans toute l'Algérie, nous allons y aller quand même, puisque la Constitution, elle vous dit, même s'il y a un votant sur 1 million, ça passe. Il n'y a pas de minima pour rejeter une élection. Ça veut dire si demain, par exemple, dans la Wilayat Tizi Ouzou, il y a un député qui a une seule voix, la sienne, il est élu. Donc eux, ils s'en fichent du reste. Ils vous disent boycotter, ne pas boycotter, on va tout faire pour essayer de convaincre les gens qui nous suivent habituellement d'aller voter pour remplir un peu les bureaux de vote. Mais les élections auront lieu, que vous le vouliez ou non, que vous boycottiez ou non. En fait, ils auront lieu par la force. Parce que le pouvoir, au fait, il faut savoir que ce pouvoir, il impose par la force. La force des armes. Moi, je le dis, la force des armes, tout à fait, c'est la force des armes. Parce qu'il Pour le moment, il n'a pas sorti les armes. Il n'a pas sorti les armes. Quand je dis par la force des armes, c'est-à-dire il a cette capacité, il impose par tous les moyens, par les potentats, par les alliés, par tous les moyens. Donc, je ne vois pas comment ces élections vont solutionner le problème algérien. Impossible, parce que dès le départ, la racine dès le départ, c'est une racine illégitime. Et une racine illégitime donne naissance à des racines illégitimes. Déjà, elle n'est pas bonne. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi Sofiane Gilali, Moukri, Kamel Daoud appellent aux élections. Mais le peuple algérien s'est réveillé. Le peuple algérien dit et redit Men habouch هذا النظام غير شرعي. Il est illégitime, il faut comprendre. Quand il est légitime, on ne peut pas travailler avec un pouvoir illégitime. La seule solution, il faut qu'ils comprennent la volonté du peuple. إرادة الشعب الجزائري, c'est que quoi? C'est que استرجاع الشرعية, la restitution de la souveraineté. Mais Kamel Daoud vous dit il n'y a pas de volonté populaire. Il dit qu'il y a une petite partie de la population qui fait du cirque. Il dit même des choses. Hein. Je ne peux pas tout lire. C'est comme s'il dit ils sont en train de danser, de crier, de faire du tourisme de vendredi, et puis ils vont rentrer chez eux et ça s'arrête là. Ce n'est pas la volonté populaire, ça. Je pense que le Hirak, il s'est levé et que le Hirak, il va aller jusqu'au bout. Tout le peuple algérien est pro-Hirak, tout le peuple algérien. Je pense qu'il essaye un petit peu de jouer sur la séparation. Ça veut dire que l'arrière-pays, ça veut dire il est entre guillemets, il va soutenir les élections, et la partie Kabylie et l'Algérois, ils jouent sur cette corde-là. Mais il ne peut pas réussir, parce que le peuple, il est uni, il est derrière le Hirak. Même, moi je dis, même ceux, les Bousbarzak, moi je les invite. Khawti, il faut rejoindre le Hirak. Il faut rejoindre le Hirak parce que vous avez été trompés par ce pouvoir. Les Bousbarzak, ce sont ceux qui votent. C'est ceux qui votent. Moi, peut-être je les appelle les doigts bleus, mais je n'ai pas le droit de dire ça. C'est le nom que leur donne le Hirak. C'est le nom que leur donne. Mais j'appelle à eux qu'il faut y faire, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils rejoignent les forces vives du peuple algérien et dire non à il faut donner une image que le boycott, il avoisine les 1-2%. Voilà. Rachid Nekaz, à votre avis, comment faire pour sortir de cette situation entre un régime qui s'obstine, qui s'arc-boute, qui refuse non seulement de s'en aller, mais même de négocier une transition pacifique, et de l'autre côté, un Hirak qui n'en démord pas, qui reste droit dans ses bottes et qui dit ils partiront, et si nous devons rester autant qu'il le faudra. Ajoutez à cela une crise économique qui arrive et qui va changer la donne, qui va compliquer la situation, qui risque de faire dégénérer le Hirak en mouvement social. Récemment, vous avez fait une déclaration où vous dites qu'il y a une solution, comme on a fait avec la France pendant la Révolution. On a donné 50% du pétrole à la France pour qu'elle parte, elle est partie. Maintenant, il faut donner 25% des richesses de l'Algérie aux généraux, comme ça ils vont partir. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Vous savez, j'ai pris le temps de
réfléchir à toutes les formes de transition politique qui ont réussi dans le monde, que ce soit au Portugal, en Espagne, en 1974, en 1975, que ce soit en Argentine, de 1983 à 1989, que ce soit en Europe de l'Est, à partir de 1989. À chaque fois qu'une transition a réussi, il a fallu deux conditions. La première, c'était prévoir une amnistie pour le régime en place, en l'occurrence un régime militaire. Et la deuxième chose qu'il faut mettre en place, c'est la garantie des privilèges. Et je vous donne un exemple. Le Nigeria, qui est un pays africain comme l'Algérie, ce pays a réussi à passer d'un régime militaire à un régime civil parce qu'il a fait voter chaque année 25% des revenus du pétrole à l'institution militaire. À l'institution, en tant qu'institution, pas dans les poches des généraux. Ils en font ce qu'ils veulent. En tout cas, 25% des revenus du pétrole sont consacrés chaque année par un vote à l'Assemblée du Nigeria pour l'institution militaire. Et c'est de cette façon que le Nigeria a réussi à passer d'un régime militaire à un régime civil. Et pour la partie argentine, en 1983, si les militaires ont accepté de laisser le pouvoir au pouvoir civil, en l'occurrence un avocat qui s'appelle Raúl Alfonsín, c'est parce qu'il y avait à la clé une amnistie pour les militaires, et cela s'est fait 6 ans après, notamment avec une loi qu'on appelle punto final, c'est-à-dire le point final. Moi, je crois aujourd'hui qu'il est important de partager le pouvoir en Algérie sous la forme d'une cohabitation, comme cela a été le cas en France entre 1986 et 88 et 1993 et 1995, c'est-à-dire qu'il y avait un président de gauche, François Mitterrand, et un gouvernement de droite, d'abord Jacques Chirac en 86 et Édouard Balladur en 93. Donc, il faut, je crois, faire la même chose en Algérie, faire une cohabitation, c'est-à-dire que le président de la République reste al-Mouradia, mais il nomme un gouvernement de transition qui représenterait le Hirak, je l'appelle le Hirak canonique, c'est-à-dire le Hirak juridique, constitué exclusivement de femmes et d'hommes de loi. Qui sont ces femmes et ces hommes de loi? Ce sont notamment des avocats, des juges, des professeurs de droit à l'université, et ils sont connus. Je vous donne un exemple. Oustad Abdallah Habboul, Oustad Mustafa Bouchachi, Oustad Zoubida Assoul, Oustad Farida Belfarag, Oustad Nourdin Ahbil, ou alors par exemple le juge Saddeddine Barzoug, ou alors des profs d'université. Il est important que dans une phase de transition qui irait de maintenant jusqu'aux élections de décembre 2024, il y ait un gouvernement qui ne soit pas politique. Parce que vous l'avez bien vu, regardez le MSP ou regardez Gilles Jadid. Le parti politique ont vocation à obtenir des fonctions, des postes. L'intérêt général passe après l'intérêt personnel. Et en ce moment, nous n'avons pas besoin d'hommes politiques dont l'objectif est de servir d'abord leurs intérêts personnels avant leurs intérêts généraux. Mais cette classe politique aura le droit de participer aux élections quand il y aura la mise en place d'un État de droit démocratique. Oui, mais Rachid Nekez, pardonnez-moi, Rachid Nekez, quand vous donnez l'exemple de la France de la cohabitation, c'est une cohabitation politique dans un État de droit où les représentants sont légitimes. Or, là, ce que vous proposez, d'abord, la cohabitation de M. Tebboune avec un gouvernement de transition qui ne soit issu que du corps juridique. D'abord, M. Tebboune n'est pas légitime. Donc, la cohabitation, en fait, ça n'en est pas une. À plus forte raison qu'il reste le premier ordonnateur, le premier décideur de façon pratique. Et ensuite, pourquoi choisir seulement un gouvernement de transition sur une base juridiste? Parce que le problème n'est pas dans la conception des lois, c'est dans leur respect, c'est dans leur émanation légitime, populaire. Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, de quoi souffre l'Algérie? Elle souffre d'un déficit d'état de droit démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
de garantie des libertés privées et des libertés publiques. Et la deuxième chose dont souffre l'Algérie, c'est l'absence de justice sociale. C'est-à-dire qu'il y a une crise sociale aujourd'hui qui fait que des familles entières, des centaines de milliers de familles entières et des millions de familles algériennes ne peuvent pas manger à leur faim, n'ont pas un habitat digne, ne peuvent pas faire soigner leurs enfants, ne peuvent pas faire inscrire leurs enfants dans des écoles respectables. Donc il y a un problème de déficit d'état de droit démocratique et de déficit de justice sociale. Donc pour le premier volet, si vous mettez dans un gouvernement des hommes politiques dont la vocation est simplement de répondre à un intérêt personnel, ils pensent plus à leur ego qu'à l'intérêt général de l'Algérie, et on le voit bien. Regardez le MSP, regardez Gilles Jadid, ils s'en foutent complètement de l'intérêt général de l'Algérie. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de transparence des élections. Ils savent très bien que depuis 2 ans, il y a eu 300 militants des droits de l'homme qui étaient emprisonnés. Mais cela ne les intéresse pas, car ils cherchent à avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée avec l'argent qui va avec. Donc on ne peut pas faire confiance à des hommes politiques pendant la phase de transition où l'urgence est de mettre en place des institutions qui garantissent les libertés publiques, les libertés privées et la transparence des élections politiques. Donc pendant ces 3 ans et demi, oui, et je le répète, il ne faut que des personnes qui ont des compétences dans le champ juridique. Et quand leur mission va être finie, c'est-à-dire en 2024, là, ils remettront leur tablier. Et dans ce cas-là, les partis politiques, des femmes et des hommes politiques, présenteront leur programme politique à l'ensemble du peuple algérien. Et c'est le peuple algérien, lui seul, qui élira les prochains députés, les prochains maires et le prochain président de la République. Je crois qu'il faut qu'on soit patient. Il n'y a jamais eu d'état de droit en Algérie depuis que l'Algérie existe, c'est-à-dire depuis Massinissa, depuis 2200 ans. Je crois qu'on peut patienter 3 ans et demi pour faire confiance à des femmes et des hommes de loi. Et je tiens à souligner que depuis 59 ans... Mais pourquoi des hommes et des femmes de droit, Rachid Kez? Pourquoi des hommes et des femmes de droit? En quoi cela serait-il utile? Les femmes et les hommes de droit, on peut les solliciter pour faire proposer un texte. Pourquoi faut-il qu'ils soient, eux, le gouvernement de transition? Pourquoi avoir choisi uniquement cet aspect juridiste, j'allais dire, de la composition du gouvernement de transition? Vous savez, mon cher Djamaleddine Bechedouf, quand on est malade, on va voir un médecin. Quand on a un problème de plomberie à la maison, on va voir un plombier. Quand on a un problème au niveau de, je ne sais pas moi, de la voiture, on va voir un mécanicien. Rajel Mounasem fi makan Mounasem. On a un problème aujourd'hui de déficit d'état de droit démocratique. Il faut faire confiance à des spécialistes du droit pour bâtir un état de droit démocratique. C'est-à-dire à vous suivre, par exemple, le président directeur général d'une société de textile, il faut qu'il sache coudre. Non, mais je sais qu'il oui, à vous suivre, c'est... Président directeur général, c'est d'abord un décideur. L'état de droit, on ne peut pas confier un état de droit à un médecin, on ne peut pas confier un état de droit à un architecte. Un état de droit, ça fait appel à des compétences dans le domaine juridique. En quoi ça vous dérange que pendant 3 ans et demi, nous confions la mise en place d'un état de droit à des spécialistes du droit? Je vous donne Alors la même logique devrait s'appliquer par exemple au Parlement. D'après vous, le Parlement ne devrait être constitué que d'hommes et de femmes de droit seulement, puisqu'ils vont, eux, ils vont légiférer, ils vont faire des lois et les voter. Donc on n'aurait que des hommes de droit et des femmes de droit dans le Parlement, dans le Sénat. Vous savez que la Révolution française de 1789, qui l'a faite? Vous croyez que c'est le peuple français? Pas du tout. C'est 400 avocats qui ont fait la Révolution française en 1789. Quand il y a eu la fin de la dictature de Franco en 1975, qui a mis en place la transition démocratique? Ce sont des hommes de loi, parmi lesquels Felipe González. Quand il y a eu la fin de la dictature en Argentine en 1983 avec Videla, qui a mis en place l'état de droit? Des avocats, parmi lesquels Raoul Alfonsine. Soyons clairs, ce n'est pas Rachid qui est en train d'inventer
qu'il faut mettre des hommes de loi, c'est l'étude des transitions démocratiques, que ce soit en Amérique latine, en Europe du Sud ou en Europe de l'Est. Moi, je vous avoue que c'est la première fois que j'entends parler de ce genre de situation. Je n'ai jamais vu ni entendu parler de ça. Mais je reviens à vous dans un moment, Rachid Nekez. Saïd Salhi, sur ces propositions de Rachid Nekez de sortir de la crise, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, pour notre part, nous avons dès le début diagnostiqué un peu la question. Pour notre part, le problème n'est pas un problème juridique, n'est pas un problème de loi, c'est un problème politique. D'où nous avons tout le temps défendu une solution politique. D'ailleurs, dès la chute de Bouteflika, nous-mêmes, on était contre à l'application de l'article 102. Ceux qui défendaient à l'époque la solution constitutionnelle, nous avons répondu qu'il s'agit d'un problème politique. On veut une solution politique. Notamment, nous avons défendu dès mars 2019 l'idée de la transition politique. Et nous avons été clairs dès 2019 dans le sens où nous avons plaidé pour une transition démocratique, une transition pacifique, mais aussi une transition négociée. Négociée, c'est-à-dire négociée avec le pouvoir en place, notamment avec le pouvoir réel. Nous avons parlé de l'armée. Malheureusement, le pouvoir nous a fait rater cette chance. Il a prolongé la crise, il a compliqué la crise et on se retrouve, voilà, maintenant 2 ans après, à reposer le même problème, à revendiquer la même revendication, notamment la transition pacifique. Nous avons parlé, nous avons défendu l'idée du compromis. Ça veut dire quoi, le compromis? Du moment que le peuple, dès février, a choisi la voie pacifique, la voie justement de la non-confrontation, ni avec l'armée, ni avec le pouvoir en place, parce que nous sommes sortis des expériences douloureuses propres à nous en tant que peuple algérien. Donc la solution, il ne peut être que pacifique, il ne peut être que démocratique et négociée. Mais seulement, cette solution dépend bien, je le rappelle, de la volonté politique du pouvoir. Malheureusement, cette volonté n'a jamais été existante. Malheureusement, toutes les propositions qui ont été faites à partir du mois de mars, nous-mêmes, nous avons participé à toutes les initiatives, que ce soit de la société civile avec la réunion qu'on a organisée en juin 2015, ou avec les partis politiques, que ce soit du PAD ou de ceux de Indien, ou après même avec la rencontre que nous avons organisée le 24 août à la SAFEX. Donc toutes ces solutions, toutes ces propositions, tous ces appels à la négociation, une négociation authentique, réelle, qui doit permettre justement un changement effectif, le pouvoir a tourné le dos à tout cela. Il n'a pas seulement tourné le dos, il les a attaqués, il les a réprimés. Je rappelle que juste après la rencontre du 24 août que nous avons organisée à la SAFEX, le pouvoir s'est attaqué en ciblant les acteurs de l'initiative pour s'aborder toute initiative politique dans le Hirak. Le pouvoir a fait tout pour empêcher le Hirak de s'organiser, pour empêcher le Hirak de faire des propositions. Et c'est la même chose jusqu'à maintenant. Et de l'autre côté, il dit que le Hirak n'a pas de proposition. Qu'est-ce que veut le Hirak? Ce que veut le Hirak a été clair depuis le début. Le Hirak veut une transition. Il veut une transition, ordonnée, une transition qui prendra le temps de mettre en place des institutions de Et si demain le pouvoir vous dit « Allez, je suis d'accord pour une transition, avec qui je négocie, avec qui je vais parler ». Alors, nous avons défendu l'idée de la conférence nationale. Une conférence nationale qui doit réunir l'ensemble des acteurs du Hirak, avec les partis politiques qui sont encore en phase avec le Hirak, avec les personnalités. Mais vous allez remarquer que maintenant, il n'est même pas possible d'organiser cette réunion. Nous-mêmes, nous avons tenté à plusieurs occasions d'organiser une réunion. Nous avons été interdits. Je rappelle la rencontre qui a été interdite en février 2020. Les acteurs même de cette rencontre ont été mis en prison, notamment notre ami Khaled Rani, Fersaoui Abdelouhab, beaucoup d'acteurs, que ce soit de la société civile ou même des partis politiques ou des personnalités, ont été mis en prison. Aujourd'hui, le pouvoir fait tout pour empêcher le Hirak justement de s'organiser et de faire des propositions. Parce que, je reviens encore une fois à la volonté politique. Ah, nous avons été coupés, je crois. Ah, on n'entend plus. Ah, ça a été coupé. Lias Baili. L'état de droit s'obtient à l'aide des personnes intègres, compétentes et surtout intègres. L'intégrité est un élément, est un indicateur clé
pour établir un état de droit, et ça n'a rien à voir avec la profession juridique. Mais ça reste un critère subjectif. Mais ça reste un critère subjectif, absolument. Le Hirak, je rejoins M. Salahi, en fait, c'est aller vers une transition. Une transition, il faut qu'elle soit pacifique. Oui. 2, qu'elle soit 18 mois, 3 ans, sur le temps, c'est pas ça l'important. Il faut qu'elle soit pacifique et aussi, je veux dire, négociée. Mais avant qu'on est durant la période de transition, il y a un élément important. Avant, c'est quoi? C'est la dissolution de la police politique. Oui. La dissolution de la police politique. La dissolution de la police... Dans son aspect répressif oui. et terroriste, pas dans son aspect espionnage, contre-espionnage, renseignement, je veux dire, sécuritaire. Je fais la sémantique. Là, c'est la sémantique. Je fais la différence entre des services secrets forts pour protéger le pays, des services de contre-espionnage, des services pour protéger l'intégrité territoriale et l'intégrité du peuple algérien, et le côté et la petite branche qui a été rajoutée, ce qu'on appelle la branche répressive, qui ne cesse que de fliquer et d'espionner les citoyens et de terroriser le peuple. Ça n'a rien à voir. La police politique est une chose, les services secrets sont une autre. Certes, c'est vrai, la police politique, elle fait partie des services secrets. Cette branche, il faut la scier de façon définitive. Parce que dans un état de droit, il n'y a pas de police politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire d'ambassadeur de France qui a été sommé par le pouvoir algérien de ne plus recevoir des représentants du Hirak? C'est de bonne guerre, c'est de bon droit, c'est normal, ou ils auraient pu le faire sans faire... D'abord, pourquoi ont-ils rendu public cette histoire? Pourquoi ils ne l'auront pas tout simplement contacté, lui dire ne vous avisez plus de recevoir... Il l'aurait accepté, il n'aurait pas... Mais pourquoi avoir fait une telle clameur? Ils ne sont pas à la solde de la France, de l'État français? Et si jamais le din, il appelle ça le populisme. Le populisme, il est en vogue. Actuellement, le populisme, il est en vogue. Le Sha'bawi, il est en vogue. Parce que c'est comme ça. Le Sha'bawi, au départ, à court terme, il fait du buzz. Ouais. Et ça marque les esprits. La première impression, c'est bon. Donc, il aurait pu le faire en catimini. Ça aurait eu le même résultat ou mieux encore. Ben voilà, tu prends le téléphone, on appelle monsieur, écoutez, vous n'avez pas interféré dans nos relations, ceci, cela, et voilà, vous n'avez pas injonction de ne pas contacter ceci, cela. Mais il voulait le rendre public pour dire nous ne sommes pas à la solde de la puissance coloniale, que la France n'a rien à voir. Alors que ce régime-là que vous voyez, ce régime, il doit sa survie à la France officielle. Il doit sa survie. Parce que s'il est lâché sur le plan international, c'est bon. Il tient sa survie. Il est capable de donner des concessions. Il est capable de faire tout pour se maintenir au pouvoir. Ça, il joue sur la corde sensible de l'Algérien. C'est le populisme Sha'bawi. Voilà. Quand on voit la France, attention, la France, elle n'a pas interféré. Nous sommes un pays indépendant depuis 1962. Certes, nous sommes un pays indépendant. Mais géographiquement. Mais il y a un néocolonialisme qu'il appelle, la nouvelle, l'istimar al-jadid. Pour moi, c'est une continuité. À quoi ça sert d'avoir l'indépendance? Si on n'est pas libre, si on ne s'exprime pas librement, si on ne peut pas... Pourquoi on a eu l'indépendance? La guerre de libération en 1954, les fondateurs, ils ont revendiqué l'indépendance pour vivre, pour établir un état de droit, pour rendre la liberté au peuple algérien. Nous n'avons jamais eu cette liberté, M. Benchenouf. Depuis 1830, depuis l'insurrection, depuis 1837, 47, 1945, jusqu'à maintenant, on n'est pas vraiment indépendant. Elle est où l'indépendance? Indépendance sur le papier, certes. Vous avez vu une publication, vous risquez 6 mois de prison. Oui. Alors, Rachid Nekez, ça va être le dernier tour de micro. J'aimerais vous poser une question. Quand vous avez dit, vous avez déclaré que pour avoir l'indépendance, la révolution algérienne a accepté de donner 50% du pétrole algérien à la France et c'est pour ça que la France a accepté de partir. Vous étiez sérieux? Je suis extrêmement sérieux. Il suffit de lire les accords d'Évian, il suffit d'écouter les dernières déclarations d'Al-Hussi, donc Ahmed Rabi Ahmed. Il a dit qu'en 1958, le principe de l'indépendance algérienne
était réglée, mais on n'avait pas réglé la question du Sahara, c'est-à-dire à qui va appartenir le Sahara, c'est-à-dire les ressources pétrolières. Vous savez que depuis janvier... Pas les ressources 1950, pétrolières. Le Sahara n'était pas réglé en termes territoriaux. On ne parlait pas de pétrole à ce moment-là. Et si, bien sûr que si. Voyons, en janvier 56, la France a découvert du pétrole à Hassi Mesroud. Oui. Donc la France ne voulait absolument pas céder le Sahara parce qu'elle voulait bien sûr disposer des énormes ressources pétrolières et gazières donc dans le Sahara. Donc Hussein Ahmed Rabi Ahmed a dit qu'il a fallu attendre 4 années, donc 4 années de massacre malheureusement, pour enfin se mettre d'accord avec la France en échange de ce drapeau qui est derrière moi. La France a accepté donc le principe de l'indépendance et, bien sûr, d'obtenir 50% du pétrole et du gaz algérien jusqu'en 1971. Et ça a été le cas. L'Algérie a donné 50% de son pétrole à la France, de 62 à 71. Évidemment, c'est les chiffres. Il suffit de regarder les chiffres du ministère de l'énergie algérien. Total possédait 50% du pétrole algérien jusqu'au 24 février 1971. Et grâce à la loi sur les hydrocarbures, la nationalisation des hydrocarbures du 24 février 1971 avec Ouari Boumedienne, l'Algérie a réussi à obtenir 80% du pétrole algérien à la fin de l'année 1971. Mais malheureusement, aujourd'hui, et notamment depuis que Ould Qadour a dirigé la Sonatrach, à nouveau, Total possède 500 000 barils jour, c'est-à-dire 50% du pétrole algérien. Et comment, à titre d'exploitation ou en toute propriété? Non, non. Est-ce qu'elle achète ce pétrole? Est-ce qu'elle le paye ou est-ce qu'elle le prend gratis? Alors, vous savez, je viens du monde de l'entreprise. J'ai écrit un livre sur la bourse en 1997. Donc, vous parlez à un spécialiste de la finance. D'accord, dites-moi alors. 50% de la production, pas des gisements. C'est-à-dire que l'Algérie a le droit à 1 million de barils jour. La France a la moitié, c'est-à-dire 500 000 barils jour. Et je vous donne un exemple. En 2018, Ould Qadour, l'ancien directeur général de la Sonatrach, a accordé sur un des gisements TFT 25 années de pétrole gratuitement. Donc, pour parler clair, الشعب الجزائري فرنسا عندها 50% من البترول تاع الجزائري باطل gratuitement. Alors, 25 ans de pétrole gratuit, vous êtes en train de nous dire? Absolument. La France, aujourd'hui... J'imagine que ça va être un scoop et ça va faire le buzz. Et je vous avoue très franchement que personnellement, je n'en ai jamais su la moindre petite parcelle que l'Algérie a donné à la France pendant 25 ans, 50% de son pétrole gratuitement. C'est incroyable. On va parler de faits, vous savez, c'est pas incroyable. Il suffit simplement de lire le bilan annuel des activités de Total, mais vous pouvez regarder aussi le bilan annuel des activités de Repsol espagnol, qui possède 52,5% du gaz algérien de Illizi Batal. Vous pouvez regarder le bilan d'activité de l'entreprise Eni, l'italien, qui possède 75% du pétrole de Hassi Berkane Batal. Vous pouvez regarder le bilan annuel des activités de Engie Gaz de France, qui possède 65% de Adrar Batal. Vous savez ce que je vous dis? Il suffit de lire, mon cher... moi, je vais vous proposer mieux, Rachid Nekez. Comme moi, je ne maîtrise pas ces chiffres, alors que je n'y crois pas une seule seconde. Personnellement, je suis complètement sonné d'écouter de tels chiffres. Mais je vais vous donner rendez-vous à une autre émission où je vais me permettre de ramener quelqu'un qui connaisse bien ces chiffres et ce domaine. Et nous en parlerons ensemble, si vous le voulez bien. Bien sûr, si Djamaldine Benchenouf, on a discuté de cela avec le président du RCD, M. Bouassine Belabès, qui a eu l'amabilité de me recevoir donc il y a 2 jours, et je lui ai montré donc tous les éléments qui démontrent ce que je vous dis. Est-ce que vous savez qu'à Illizi, la Sonatrach, elle possède 0 baril, 0. L'entreprise espagnole Repsol possède 52,5%, l'entreprise italienne Enel possède 27,5% et l'entreprise française Engie Gaz de France possède 20%. On additionne 52,5% plus 27,5% plus 20, ça fait 100%. Sonatrach, 0%. Et il suffit de lire les bilans. Je vous remercie pour ces chiffres. C'est réellement époustouflant, impressionnant, choquant.
Moi, je n'y crois pas, je le répète. Mais vous êtes un homme politique, vous êtes un homme public. Vous avez avancé ces chiffres que personne jusque-là n'a avancé. Je vous donne donc rendez-vous, Rachid Nekez, pour très prochainement dans une autre émission, mais en présence de quelqu'un qui maîtriserait mieux que moi ces chiffres. En attendant, donc, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais nous allons d'abord vous rappeler que demain, c'est vendredi 111. Je vais donner la parole, le mot de la fin à mes deux invités. Et qu'aujourd'hui, à Relizane, malheureusement, nous avons déploré un accident très grave, une voiture qui a fauché 3 enfants qui se rendaient à l'école, qui n'avaient pas de transport scolaire. Nous allons regarder quelques images. ثلث دراري ضربتهم اللوطو موتها في البلاص ثلث دراري موتها في البلاص ما عندهمش كار تاع ليكول ما عندهمش يروحوا يطلعوا يتمشاو ويجوا يتمشاو اليوم لقاو مصراهم مازال عندنا الغرسه ومازال نعانوا من الكليراج ومازال نعانوا من الماء ونعانوا من الغاز ما كان حتى حاجه تصلح كار تالي تاع الدراري ما كاش كار تالي هو تالي كاع ما كيخسروا والو 3 راحوا من وراجع 3 enfants fauchés, morts sur le coup. Je rappelle ce que disait Tebboune depuis son hôpital allemand. Écoutez-le. أوصي فقط مرة أخرى بالأخص بعد سقوط الثلوج والأمطار والبرد أوصي السيد وزير الداخلية والولاة على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بالنسبة لمناطق الضر وبالأخص بالنسبة للوجبات السخونة والنقل المدرسي. Alors, Lies Bailey, demain, vendredi 111 du Hirak, en moins d'1 minute, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin. La lutte continue, la Silmiya continue. Voilà, donc l'espoir, il est là. Le Hirak, il est toujours debout. Le peuple algérien est debout. Il écoute. Voilà, c'est pour établir son état de droit, l'état démocratique, pour établir un état prospère, un état moderne, un état très fort économiquement, aussi pour restituer sa souveraineté économique. Attention, la souveraineté nationale est une chose, la souveraineté économique, c'en est une autre. Même quand il faut qu'on soit aussi souverain économiquement. Mais en tout cas, le Hirak, c'est le Jumu'ah 111, le vendredi 111, c'est vraiment en tout cas, le Hirak, il est là, le peuple, il est là, l'espoir, il est là, l'espérance, elle est là. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il n'y a plus de marche arrière. Menesh Habsin, comme ils disent, c'est une expression que j'apprécie. Menesh Habsin, je réponds à M. Mokri, c'est le Hirak. C'est le Hirak, béni, al-Mubarak, pour aller jusqu'au bout. Donc, moi, si vous permettez, cher Jamel Din, moi, at-tas'id, si vous me permettez, c'est-à-dire qu'il faut faire pression. Je veux dire, il faut trouver d'autres alternatives, d'autres moyens pacifiques pour pousser le Hirak vers l'avant. Parce que le vendredi, ça c'est mon point de vue, ne suffit pas. Il faut d'autres formes alternatives, la désobéissance civile. Al-Isyan al-Madani, sous forme, ne pas payer ses factures, mettre le couche le factura, le gaz. Oui, c'est une désobéissance civile. On aura l'occasion d'en parler, je m'excuse de vous interrompre. Alors, Rachid Nekez, en 1 minute, s'il vous plaît. Demain, vendredi 111 du Hirak. Vous savez, on va approcher du mois du Ramadan, le Karim. Le mois du Ramadan, ils sont كل يوم 29 يوم. Ça, c'est une injonction divine. Donc, si on veut que le Hirak يجيب نتيجة سياسية, لازم الحراك يومي. Il faut que الحراك تاع كل يوم 29 يوم. Quand vous faites grève générale, fermeture des magasins, fermeture des administrations, fermeture des consulats, fermeture des ambassades, là, vous aurez un résultat politique et le peuple algérien sera en position de force pour négocier avec l'armée et avec la présidence. Mais tant qu'on marchera que le vendredi, il n'y aura aucun résultat. Et malheureusement, je crains que si on continue simplement d'ici les élections du 12 juin, on aura une fracturation, une fragmentation du peuple algérien et ce sera le début de la fin.
ce que je ne souhaite pas. Rachid Nekaz, merci beaucoup. Lias Jbeili, merci beaucoup. Saïd Salhi, merci beaucoup. Dr Hassain Kourdourli, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis, de nous avoir suivis. غدوة جمعة 111 comme d'habitude سلمية سلمية خوا خوا على خير بسلامة.